Bonjour à tous, donc ravi d'attaquer ce troisième webinar. Donc on a beaucoup de chance aujourd'hui, on est entouré par une équipe de choc avec quatre superbes intervenantes et intervenants. Donc aujourd'hui on est sur une thématique qui est à la croisée de la crise et du déconfinement. Et la question qu'on se pose avec nos experts, c'est cette crise et ce confinement en particulier peut éventuellement nous conduire à réinventer nos modes de travail. Donc c'est la question qu'on va essayer d'adresser aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, le but, c'est comme toujours d'être autant que faire se peut dans l'interaction. Donc vous pouvez envoyer par mail vos questions à Ariane. Donc c'est ariane@mountain-pass.com. Donc ça va apparaître sur les supports. Donc posez vos questions et Ariane nous enverra au fur et à mesure des interventions. Alors, en guise d'introduction, peut-être, moi j'avais envie, comme on a la chance d'avoir Laurence de la Ferrière aujourd'hui, de faire référence à un livre, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas, qui est un livre qui a été publié par les éditions Guérin, Paulsen, qui est l'histoire de Nansen, Fridtjof Nansen, qui est parti donc en 1893 sur son bateau le Fram pour tenter d'aller rejoindre le pôle Nord en se faisant prendre par la banquise, de dériver par le jeu des courants et puis de se rapprocher du pôle et essayer de passer à la verticale du pôle. Les circonstances ont fait qu'au bout de plus d'une année, le bateau ne s'approchait plus du pôle et il a décidé de partir avec un compagnon à pied tous les deux pendant des mois et des mois, aérés sur cette banquise, mais toujours en gardant le cap. Et cette leçon en fait de Nansen, je trouvais qu'elle était riche dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. On est dans un moment d'incertitude où on a du mal à scénariser. On navigue sur une banquise qui se déplace, on a perdu nos repères, on est peut-être un peu à la dérive aussi. Et finalement, de prendre les leçons des explorateurs, de s'inspirer des explorateurs pour peut-être trouver les repères aujourd'hui pour mieux se situer, ça peut être aussi une manière d'apprendre du temps présent. Alors, moi, je considère toujours que la crise, elle est une opportunité incroyable pour grandir, pour apprendre, pour se renouveler. Elle peut être subie, bien sûr. Moi, j'ai vécu ça en secours en montagne. On a perdu des camarades, des compagnons. Et si on s'arrête à cette douleur, si on n'est pas capable de rebondir, de tirer les enseignements, on ne progresse pas. Donc aujourd'hui, on va repartir de l'incertitude par l'expérience de Laurence. Ça sera le témoignage qu'on aura après, notre traditionnel point macroéconomique qu'on fait avec Thierry Malray. Alors aujourd'hui, les quatre intervenants que nous avons, donc Laurence de la Ferrière, j'ai déjà évoqué sa présence, Sama, qui a déjà fait un webinaire avec nous, le premier webinaire, qui est docteur en neurosciences cognitives, qui a une grande expérience aussi de l'humain et du cerveau, une compréhension profonde. Emmanuel Hervé, qui dirige un cabinet de conseil en gestion de crise à Paris, qui est expert de la gestion de crise et de la communication de crise depuis des années. Et Tessa Melconian, qui est prof à l'EM Lyon, qui est en particulier dans tout ce qui relève de l'organisation du travail, des comportements au travail, qui est une experte et qui a écrit il n'y a pas très longtemps un livre sur l'exemplarité des dirigeants. Donc on va attaquer notre premier point avec Thierry. Donc Thierry, là aussi, j'ai déjà présenté la semaine, il y a 15 jours, il est revenu la semaine dernière aussi. Donc Thierry est quelqu'un qui a une expérience évidemment la compréhension du monde macroéconomique. Il est donc docteur d'Oxford. Il a été aussi en responsabilité d'animer le Forum mondial de Davos pendant des années. Il a un réseau mondial très intéressant qui permet d'avoir des capteurs de ce qui se passe, une compréhension du monde. Et on a beaucoup de chance de l'avoir déjà pour la troisième fois pour nous donner un peu, j'allais dire, la météo macroéconomique. Alors Thierry, donc effectivement, tu nous as donné la fois précédente quelques scénarios, quelques scénarios. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe du côté des économistes pour poser les scénarios? Est-ce que ça a évolué déjà depuis la semaine dernière? On était dans un scénario de récession. Tu nous as donné quelques pistes. Est-ce qu'il y a des options qui se confirment? Tu as parlé d'hélicoptère monnaie, le fait que les gouvernements seraient peut-être tentés d'injecter beaucoup d'argent dans les économies. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de cette situation générale? Merci Blaise, merci de m'avoir parmi vous tout d'abord. Bon, j'ai pas mis ma caméra parce que ma connexion est très très instable, très mauvaise. Oui, la situation est extraordinairement volatile. Tu l'as dit toi-même, le mot-clé, à l'instant tu viens de le dire, le mot-clé c'est incertitude. Et aujourd'hui, aucun économiste n'est en mesure de prévoir avec un degré de
précision raisonnable ce qui pourrait se produire, parce qu'il existe des incertitudes radicales dans le domaine de la pandémie elle-même. 4 mois après le début de la pandémie, on ne sait toujours pas quel est le taux de mortalité précis, le taux de reproduction de la pandémie, le ratio porteur asymptomatique par rapport à ceux dont le cas d'infection est déclaré, etc. Donc il reste énormément d'incertitudes qui empêchent les économistes de prédire avec un degré de confiance relativement raisonnable ce qui pourrait se produire. La semaine dernière, j'avais parlé de récession, et je pense que cette semaine, on peut d'ores et déjà parler de dépression. Une dépression, c'est une récession sur plusieurs trimestres. On a une compréhension un petit peu plus précise de la façon dont les agents économiques réagissent à la pandémie. Aux États-Unis, par exemple, depuis ce matin, on sait que 14 millions de personnes sont déjà manifestées auprès des autorités pour bénéficier de l'indemnité de chômage. Donc, c'est des proportions monumentales, ça va très très vite. On peut imaginer qu'il y aura dans quelques mois des taux de chômage à 2 chiffres dans la plupart des économies industrialisées, enfin les pays systémiquement importants, le Japon, la zone euro, la Chine, les États-Unis. Une croissance du PNB négative, peut-être moins 20, moins 30, moins 40%, des faillites en cascade, malgré les mesures de soutien sans équivalent qui ont été proposées par les gouvernements et les banques centrales de tous les grands pays industrialisés au monde. Donc c'est une situation qui est grave et extraordinairement incertaine, en 2 mots. Et une chose importante à mentionner, parce qu'elle a été évoquée à maintes reprises depuis le début de l'épidémie, et on se disait toujours, on ne sait pas quand ça ira mieux. Et aujourd'hui, on sait que c'est très très compliqué avant que ça aille mieux, parce que les pays dont on disait qu'ils avaient été extraordinairement efficaces dans leurs mesures de confinement, comme Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, Hong Kong, Singapour, aujourd'hui sont victimes d'une deuxième vague d'épidémie, de pandémie. Ils ont donc réouvert leur économie de manière très très partielle, mais d'ores et déjà ils sont victimes d'une deuxième vague d'épidémie. Donc ils ont mis à nouveau en place des mesures de confinement extraordinairement rigoureuses, à peu près identiques à celles qui prévalent aujourd'hui en Europe. Et donc, cela suggère que sortie de la pandémie, ça va être extraordinairement difficile. On parle toujours de stratégies de sortie. En fait, ce seront des stratégies d'ouverture très, très graduelles et qui opéreront différemment selon l'industrie dans laquelle on opère. Alors, si on fait une focale sur la zone et la France en particulier, est-ce que les réactions pour l'instant, de ton point de vue par rapport à ces scénarios que tu nous poses, les réactions sont adaptées? Est-ce que sur le plan politique et économique, on est dans une cohérence et on est au bon niveau de réponse au niveau des gouvernements et au niveau de l'Europe? À mon sens, oui. En France, comme partout ailleurs d'ailleurs, les autorités monétaires ont décrété qu'elles feraient absolument tout ce qu'il est nécessaire de faire pour éviter qu'un problème de liquidité crée une succession de faillites en cascade. Hier, le gouverneur de la Banque de France a ouvert la porte à une possible politique de helicopter money, dont on parlait la semaine dernière. Donc, le déficit public de l'État sera financé par des émissions monétaires de la Banque centrale, quelque chose qui ne s'est jamais fait, qui aurait été inconcevable, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines. Donc les économies, les autorités réagissent bien, mais est-ce que leur réaction permettra d'atténuer le choc de la crise dans des proportions qui sont acceptables? On ne sait pas encore. Et ça, alors, évidemment, c'est fonction de la durée des mesures de confinement qui restent mises en place au cours des semaines qui viennent. L'OCDE estime que chaque mois de confinement supplémentaire, et confinement évidemment ça doit être défini en fonction des circonstances nationales, mais en gros chaque mois de confinement supplémentaire entraîne une chute de croissance de 2 points. Alors, il y a une des questions qui est de se poser, qu'on peut se poser comme ça quand on n'est pas économiste, c'est qu'on va évidemment émettre de l'argent, des obligations, on va réinjecter, les dettes des pays vont augmenter de manière hallucinante, alors qu'il y avait une volonté de stabilité, de pacte de stabilité, etc. Alors là, je parle du très très long terme.
comment on va sortir de cette, enfin, on a l'impression qu'on va faire des trucs qui étaient absolument pas conformes à des règles fondamentales des équilibres, européens et comment tout ça, ça va s'absorber? Je parle du temps très long là pour le coup, notamment quand on va avoir des taux d'endettement qui sont à 150-200 des PIB. Alors, c'est une question qui se pose dans quelques décennies, donc pour le moment, ce n'est pas vraiment l'objet. Enfin, l'attitude qui prévaut parmi les responsables économiques, c'est de dire que le patient est mourant et que tous les effets induits du médicament sont à considérer dans le long terme. Pour le moment, il s'agit de sauver le patient, de s'assurer que l'économie puisse repartir dans des conditions relativement favorables, sans choc social dramatique. On peut d'ores et déjà imaginer qu'il y a des pays qui sont victimes d'émeutes, de désintégration sociale, etc. Parce qu'il va y avoir des millions de chômage dans chaque pays. Et donc, la sortie de tout cela, quand on aura des ratios d'aide par rapport au PNB de 150, 160%, 140, peu importe, c'est un problème qui se posera dans quelques décennies, pas dans les médias. Mais Mmh. D'accord, la remise en route va être tellement compliquée, ça c'est l'évidence. d'accord. Alors, un point que moi qui nous intéresse en tant que montagnard, c'est effectivement l'activité touristique, hein, qui est quand même, même pour le pays, la France, l'Europe, hein, une grande activité. Par rapport à ces scénarios que tu viens d'évoquer, pareil, hein, le tourisme là-dedans, avec un déconfinement, progressif, graduel, régional, des frontières qui vont s'ouvrir, se fermer, et cetera. Comment ça peut évoluer, tout ça? Est-ce qu'on va relocaliser toutes les activités touristiques, on va être sur du tourisme de proximité? Comment ça va potentiellement ça va survivre ces activités essentielles à certaines régions? Alors, je m'exprime de manière extraordinairement prudente parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est compliqué. Mais euh, a priori, euh, bon, le tourisme redémarrera après beaucoup d'autres industries parce que le tourisme, c'est une forme de ce qu'on appelle la consommation sociale. Hein. Le tourisme est fondé sur une interaction avec les autres. Et donc, il y a des formes de tourisme qui vont démarrer, mais très, très, très tardivement. J'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'on puisse autoriser des croisières en bateau ou des voyages en groupe avant la fin de l'année. Euh, Ensuite, il va y avoir un effet de, de surépargne par rapport à la surconsommation. Donc, il va certainement y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes de tourisme qui seront décalées dans le temps parce que lorsqu'on sortira de l'acmé de la crise, les consommateurs agiront avec beaucoup de prudence et on dépensera peu d'argent. Donc, cela semble suggérer que plus le tourisme est distant, plus il sera pénalisé et souffrira au cours de la reprise. Et qu'en revanche, l'industrie du tourisme local, dans les pays riches en tout cas, bénéficiera de cette entreprise. Donc, toi et moi, on vit à Chamonix. On peut imaginer que les personnes qui, au cours de l'été, avaient l'habitude, les personnes fortunées qui avaient l'habitude de partir, je sais pas, en Himalaya ou en Patagonie ou n'importe où, se refocaliseront sur les Alpes, parce que d'une part, voyager sera peut-être interdit pendant de nombreux mois, ou alors ce sera compliqué de le faire. Il faudra un permis biométrique qu'on portera sur nous. Enfin, il faudra prouver qu'on est en bonne santé avant de le faire. Donc, bref, ce sera compliqué. Ce sera économiquement incertain. Et donc, sans bâtir le château en Espagne, j'espère qu'on peut imaginer un scénario euh, pour, euh, pour les Alpes où le tourisme local bénéficie de cette défiance croissante du tourisme lointain. Mmh. Alors ça, c'est peut-être une question qu'on prendra tout à l'heure, une autre question qui nous est posée autour de la manière de dépister de manière massive, mais je pense pas que Thierry soit forcément une question pour toi. Ce que je voudrais maintenant te remercier déjà pour ce point. Alors c'est sûr que chaque fois qu'on t'entend, on prend un peu peur, parce qu'effectivement, il y a toujours l'anticipation de l'économiste qui, voilà, mais bon, il faut voir les choses comme elles sont, Pour voir les et choses c'est comme elles bien sont, les entendre, absolument. voilà. Et c'est bien d'apprendre à les écouter. Euh, alors, on va revenir sur notre sujet du jour, hein, qui est que la crise entraîne effectivement de nombreuses transformations dans l'organisation du travail et des relations interpersonnelles. Donc, on a évidemment cette thématique du télétravail, on a cette thématique de la distanciation sociale, qui est quand même un mot qu'on ne connaissait pas il y a 3 mois, surtout dans les pays latins. C'est quand même contre-culturel et contre-intuitif. Ça a potentiellement des grandes conséquences sur le désengagement des collaborateurs, au-delà même de ce que tu as dit sur le chômage massif, etc. Donc c'était bien, nous, pour commencer ce temps de réflexion, de revenir à quelque chose de très, très pratique, très vivant, qui est l'expérience de Laurence.
Alors Laurence, tu as évidemment un parcours incroyable d'aventurière, au féminin. Tu as traversé, les pôles, toute seule, en tirant ta poulka. Tu as fait des expériences dans l'univers de la mer, de la montagne aussi, l'alpinisme. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ton témoignage autour de l'expérience que tu as vécue comme patronne de la base du Mont d'Urville pendant, des temps longs de confinement. Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu cette expérience et que tu puisses aussi nous orienter sur, quelles étaient les bonnes pratiques que tu as pu mettre en place ou celles qui ont été moins fonctionnelles pour à la fois vivre bien le confinement, avec une responsabilité managériale quelque part, et puis comment tu as pu en sortir et qu'est-ce qui était important pour toi pour bien en sortir? Beaucoup de questions en quelques minutes. Oui. En tout cas, merci de m'accueillir dans cet échange. J'ose pas imaginer si ce type d'épidémie s'était déclaré dans une base en Antarctique et en particulier en Terre Adélie, dans celle du Mont d'Urville. Parce que à ce moment-là, les tensions sont tellement exacerbées par la situation que je pense que ça aurait donné quelque chose d'absolument effrayant. En tout cas, si je reviens sur ce que j'ai vécu lorsque je suis partie diriger la base de Dumont d'Urville, ça a duré 13 mois. Donc, on s'est retrouvés pendant l'été, une centaine de personnes. Et puis, à un moment donné, le navire L'Astrolabe est reparti en direction de la Tasmanie pour sa dernière rotation. Et on est resté, l'équipe d'hivernant, donc 26 personnes. Et je me souviens de cet instant où tout d'un coup, chacun d'entre nous prend conscience que dorénavant, pendant 9 mois, il n'y aurait plus de communication avec le reste du monde. Donc, plus de possibilité d'évacuation, ni par voie maritime, ni par voie aérienne. Et on s'est tous regardés, et c'est ce que j'ai appelé une sorte d'état de sidération, alors que chacun d'entre nous, on avait préparé cet hivernage pendant plusieurs années, et on était au courant de ce qu'on allait vivre. Et là, on a eu vraiment un instant très particulier. Et donc, en tant que chef de la base, ayant vécu cet état de sidération, comme je l'appelle, je me suis rendu compte qu'il fallait vite mettre en place des mécanismes qui nous permettent de trouver un équilibre et de fonctionner à long terme, et surtout de donner la place à chacun d'entre nous, quel que soit son rôle. Il y a des scientifiques, il y a des techniciens, il y a des fonctionnaires, donc on a chacun quelque chose à faire de bien particulier. Et c'est absolument, et chacun d'entre nous est indispensable pour que cette base fonctionne. Donc la première chose que moi j'ai eu envie de mettre en place, c'est de proposer à chacun un état des lieux. C'est-à-dire de faire face avec la plus grande lucidité, avec la plus grande clairvoyance, de prendre conscience de là où on était, la température, la dimension de l'île, la mer, les moyens de transport, le matériel dont on disposait, et de voir qui on avait en face de nous. Et voilà, cette prise de conscience, cet état des lieux a été vraiment pour moi la première étape. La deuxième étape, ça a été de se retourner sur soi-même, chacun d'entre nous, et d'essayer de mettre au clair les raisons qui faisaient qu'on était là aujourd'hui. Alors, on l'avait choisi, ça ressemble pas à un confinement comme on peut le vivre ici, on l'avait choisi, mais on avait tous des raisons différentes, et pas forcément que des raisons professionnelles. Ça pouvait être aussi des raisons humaines. Certains d'entre eux avaient envie de quitter leur famille, ou d'autres de se prouver qu'ils étaient capables de faire des choses, et de montrer une facette d'eux-mêmes peut-être plus prestigieuse que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais donc, j'ai proposé à chacun vraiment de se... Alors, ils n'étaient pas obligés d'en parler, mais c'était juste d'être très clairvoyants par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est rentré dans une sorte d'étape, je dirais, d'exaltation, dans le sens que, voilà, ok, on sait pourquoi on est là, on sait là où on est, et maintenant, il va falloir qu'on construise notre hivernage, basé sur des choses concrètes. Et donc, chacun d'entre nous a pu essayer de faire ressortir, en fait, une part de rêve de ce qu'il avait, de la manière dont il avait envie de vivre son hivernage, la manière dont il voulait vivre les relations les uns avec les autres. Et on a essayé de construire, en connaissance de cause, un équilibre, en fait, quelque chose de suffisamment harmonieux, une sorte de cocon
de zone de bien-être dans lequel on avait pratiquement la certitude de pouvoir durer. Et ça a été, voilà, quelque chose, encore une étape importante, tout en sachant, et à chaque fois c'est revenu dans le cadre des discussions, que la nuit allait s'installer, que les vents, la force des vents allait augmenter, que la banquise allait se former, et que à chaque instant, il faudrait faire face à des choses qu'on n'aurait pas prévues. Et du coup, le fait de savoir qu'on ne savait pas tout nous a permis d'avoir une certaine souplesse par rapport à notre capacité d'appréhender les problèmes quand ils sont arrivés. Et ils sont arrivés. Voilà. Moi, je suis tombée à travers la glace dans la mer, en pleine nuit polaire. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et donc, cette remise en question, ce décryptage, nous a permis de durer avec des hauts, avec des bas. Mais globalement, on a formé une équipe extrêmement, avec un potentiel énorme. Donc ça a été ce que j'appellerais la phase de construction. Après, il y a aussi quelque chose de très important, c'est de ne pas viser la sortie de l'hivernage. Parce que si vous visez trop loin, en fait, ça vous empêche de vivre l'instant présent. Et l'instant présent, c'était le présent qu'on avait à construire. C'était pas la sortie. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qui nous différencie de la situation d'aujourd'hui. Hein. C'est que ça, c'était quelque chose de... Voilà. Après, dans l'équilibre, j'ai proposé de trouver des moments d'échange, des moments pour soi, des moments pour faire du sport, pour sortir de la base, pour garder le contact avec le milieu extérieur. Voilà, et puis aussi, quelque chose que j'ai proposé et que je propose encore aujourd'hui, même dans la situation d'aujourd'hui, c'est d'écrire. C'est d'écrire ce que l'on vit, ce que l'on ressent, pour ne pas oublier, et aussi pour s'en servir, pour rebondir pour la suite. Voilà. Donc dans le fond, je dirais que le confinement que j'ai vécu, le confinement, en fait, d'une manière générale, pour moi, c'est pas une histoire d'espace, c'est une histoire de relation avec soi-même. C'est une forme de voyage intérieur. Et quand je repense à ce que j'ai vécu à travers l'hivernage à Dumont-d'Urville, en fait, je retrouve les mêmes sentiments que j'ai vécu quand j'ai fait les traversées en solitaire. Et ce retour à soi donne la force d'aller vers l'extérieur, tout en tenant compte des éléments incontournables, qui sont parfois très violents, qui peuvent nous rendre pessimistes, mais qui peuvent être aussi l'occasion de réfléchir autrement. Alors c'est beau, hein, ce que tu viens de dire là sur le voyage intérieur et le parallèle avec la course en solitaire et ce cheminement très, très personnel, le retour à soi. Ça, c'est quand on est dans un cheminement où on a la capacité à aller chercher ces choses-là, mais des gens qui n'arriveraient pas à rentrer dans ce voyage intérieur finalement, ils rentrent en risque quand même par rapport à ce type d'expérience du confinement. Si tu n'étais pas capable de basculer dans ce voyage intérieur, est-ce qu'il y a eu des gens dans ton équipe qui n'ont pas été capables de faire ce cheminement et qui ont été en difficulté? Oui. Oui, il y a une personne en particulier qui était venue parce qu'il était en train de divorcer de sa femme et que c'était plus facile de se séparer d'elle pour prendre de la distance. Et en fait, une fois qu'il s'est retrouvé seul en plein milieu de l'hiver de l'Antarctique, il a pris conscience que dans le fond, il était passé à côté de quelque chose sur le plan humain avec elle, il a exprimé beaucoup de regrets et à un moment donné, je l'ai senti s'enfoncer dans ses regrets sans chercher à analyser et à essayer de tirer parti de cette expérience pour l'après. Donc, ce qui a permis, ce qui l'a aidé en tout cas, c'est l'écoute des autres. Alors, la mienne, bon, c'était mon rôle en particulier, mais il y avait dans l'équipe des gens qui étaient en capacité d'écoute et d'apporter une écoute qui pouvait être différente de la mienne et qui était importante, et que cette écoute, il fallait qu'il ait la certitude qu'il puisse l'avoir 24 heures sur 24 si c'était nécessaire. Donc, pour moi, si quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, évidemment qu'il ne faut pas qu'il reste seul et qu'il ait la possibilité d'avoir des gens qui puissent au moins l'écouter avant même de lui donner des conseils. Mais le fait d'exprimer, d'exprimer ses difficultés, en fait, c'est déjà un début de solution.
Et les solutions, on les trouve en soi-même, on les trouve pas chez les autres. C'est pas les autres qui vous apportent des solutions. Et du coup, je pense que trouver des gens qui soient capables de vous écouter, ça devrait être une solution, en tout cas quelque chose de relativement accessible. Alors, un petit point sur la sortie du confinement, parce que c'est un peu aussi la question. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de sortir avec sérénité ou pas d'ailleurs, hein, peut-être t'es pas sorti avec sérénité de ce confinement. C'est quoi les ancrages pour toi qui ont permis de revenir dans le monde plus normal, entre guillemets? Pour moi, ce qui a été important, c'est d'avoir un sas de décompression. Un moment, pour moi, en dehors du lieu où j'étais, et de reprendre contact petit à petit, tout en me recentrant sur ce que j'avais découvert à travers cette expérience. D'où l'importance de mon journal de bord. Parce que ce que vous écrivez sur le moment, sur le terrain, c'est des choses que vous oubliez très vite et que vous ne pouvez retrouver que si vous l'avez écrit. Donc ça, moi j'insiste là-dessus parce que, en tout cas pour moi, ça a été vraiment très très important. Après, il faut aussi accepter une petite chute, un moment de moins bien, Enfin, je veux dire, on peut pas faire l'économie, on peut pas surfer en permanence sur la crête de la vague. Il faut accepter, on est des êtres humains, il faut accepter d'avoir des faiblesses, il faut accepter d'aller moins bien, tout en sachant pertinemment qu'il y a toujours une solution et qu'il y aura toujours une manière de s'en sortir. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse sur les moments de moins bien. Voilà, il faut pas dire non, non, tout va bien, non, non, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Je peux ne pas aller bien. Je l'accepte, je le regarde, je m'écoute, je le partage et j'essaye de trouver des solutions. Mais toutes ces étapes, on ne peut le faire que si on n'est pas dans la négation de ce ressenti. Donc il y a une dimension humaine qui est très importante et je pense, et c'est pour ça que là aujourd'hui je suis vraiment très intéressée d'écouter le côté plus intellectuel et plus économique, parce que je pense que les deux sont intimement liés et que là dans cette situation il faut tenir compte vraiment de chacun des dimensions, chacune des dimensions. Et est-ce que tu penses, là, de ce que tu vis du confinement, là on parle de toi maintenant dans le confinement ici, qu'il y a des parallèles réels, parce qu'on a l'impression qu'entre les sous-marins nucléaires, que les gens qui ont fait la guerre en Afghanistan, qui revenaient dans des sas, etc., toutes ces expériences militaires ou d'exploration comme toi, nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu vois les parallèles, toi, dans ce que tu vis aujourd'hui? Et est-ce que tu as puisé dans cette expérience pour mieux vivre ce confinement actuellement? Oui. Une chose très importante, c'est la confiance. Voilà. Le fait de savoir qu'on ne sait pas tout, mais la certitude qu'on trouvera une solution et la confiance en soi. Et je crois que la confiance en soi donne la possibilité de faire confiance aux autres et ensuite que les autres vous fassent confiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. La prise de conscience aussi de sa liberté d'exister dans un univers qui peut être plus ou moins confortable, et de cette liberté d'en retirer une sorte de consistance intérieure, personnelle, qui permet d'apporter une richesse supplémentaire dans le cadre de la collectivité. Alors, c'est plus ou moins bien reçu, c'est plus ou moins bien perçu, mais peu importe, c'est une réalité. Et c'est drôle de voir que pendant très longtemps, je me suis heurtée à des gens qui regardaient les expéditions en solitaire en considérant que c'était une forme d'égoïsme suprême, et de prendre conscience qu'aujourd'hui, d'être capable de vivre seul, ça ne veut pas dire de rejeter les autres, mais d'être capable de vivre avec soi-même dans une forme de solitude, ça permet d'aller dans des meilleures conditions vers les autres. Et je crois que cet exercice, on va dire, subi du confinement met en lumière des mécanismes qu'a priori la société n'a pas naturellement envie d'adopter ou de considérer correctement. Alors, très intéressant. Ça va être encore, je pense qu'on va avoir la perspective maintenant de Sama qui va nous éclairer peut-être. Merci Laurence pour ce témoignage, mais merci, on va rester toujours dans ce format de discussion. Donc s'il y a des questions que tu veux poser directement à Sama, tu n'hésites pas évidemment. Et pour tout le monde, c'est le cas. Sama, donc on est dans cette expérience du confinement. Qu'est-ce qui nous permet de rester flexible pour s'adapter
voilà, parce qu'il faut quand même aussi continuer à s'adapter à une situation qui n'est pas conforme à nos habitudes, ou même une expérience qu'on n'a jamais vécue quelque part. Le confinement, c'est une expérience qui est inédite pour la plupart des gens, à part des gens comme Laurence qui ont déjà traversé ce type d'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, c'est vrai, si on analyse des crises sanitaires passées, comme celle par exemple du virus Ebola, on se rend compte que les pandémies peuvent affecter non seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. Tant pour ceux qui sont directement exposés, donc ceux qui tombent malades ou des êtres chers qui peuvent tomber malades ou perdre un emploi, ceux aussi qui sont indirectement exposés aux conséquences de la pandémie, par exemple ceux qui voient leur communauté sombrer dans le chaos. Cette ère qui apparaît sur la première diapo que vous voyez allumée en jaune et qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et qui est souvent liée à l'expérience de la douleur. Cette ère, elle est aussi activée quand nous vivons une douleur psychologique. Dans la deuxième diapo, je vous ai énuméré quelques-unes de ces douleurs psychologiques. Biologiquement, les êtres humains sont câblés pour se connecter. Donc, un manque d'affiliation crée une douleur équivalente à la douleur physique, une activation équivalente dans cette zone. Chercher à prédire le monde et chercher à générer du sens de ce qui nous arrive, c'est aussi un besoin aussi important que d'avoir une intégrité physique. Or, nous sommes aujourd'hui face à une menace incertaine, incontrôlable. Nous sommes en isolement physique. Donc, nous sommes tous saisis par les mêmes questions. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le sens de ce que nous vivons? Que devrais-je faire? Qu'est-ce que je crois? Que dois-je croire? Et puis, quand les choses reviendront à la normale. Donc, il est amplement montré par la recherche que des tâches quotidiennes de base aident notre cerveau à faire face efficacement, à réguler le stress. Tout comme on crée une boîte à outils médicale quand on est malade, avoir une boîte à outils d'adaptation mentale pour nous-mêmes aussi peut nous servir. Donc voilà, mieux dormir, bouger, manger, boire de l'eau, tout ça fonctionne. Mais ce qui est peut-être le plus important que l'on découvre les bienfaits aujourd'hui, c'est que la recherche montre qu'il est très avantageux de faire face à une crise collectivement par rapport à la vivre seule. Nos études ont montré que le soutien social en période de traumatisme, par exemple, peut conduire à une meilleure santé émotionnelle et à des réactions de stress moins sévères à long terme. Par exemple, après le tremblement de terre en Nouvelle-Zélande en 2010, les participants à une étude ont déclaré se sentir plus connectés aux autres en raison de cette expérience partagée et donc également avoir un rôle à jouer, aider les autres et contribuer à leur communauté étaient quelques-uns des éléments clés associés à une grande croissance personnelle. Ça a été aussi indiqué dans une étude très récente à Hong Kong en décembre 2019, juste avant la crise du Covid, mais c'était lié aux derniers événements politiques de Hong Kong, que travailler pour la communauté peut réduire le stress lié à l'incertitude et au changement. Donc, il est important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de bonne façon de répondre au traumatisme. Toutes les réponses sont normales. Ces manifestations physiques et expressions émotionnelles sont des réponses tout à fait normales à des événements anormaux. Donc, c'est la façon dont le corps fait face. Cette obsession culturelle de toujours passer du temps de manière productive et fructueuse n'est pas nécessairement la stratégie de tous. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de plus d'autocompassion et de moyens choisis par nous-mêmes de nous apaiser et surtout d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Comme l'a dit Laurence tout à l'heure très joliment, qu'il ne faut pas faire l'impasse de ne pas aller bien. Si vous voulez développer un bien-être impeccable et des compétences nouvelles, allez-y, mais n'imposons pas de culpabilité aux personnes qui traversent une expérience peut-être plus traumatisante que nous, avec peut-être moins de privilèges et moins d'habitudes déjà formées de bien-être et d'émancipation personnelle. Au-delà du bien-être, est-ce que le fait que nous réalisons ces menaces ne peut pas mener à une réflexion, voire à une réforme de la manière avec laquelle nous travaillons et nous vivons en société? Alors que le monde continue de lutter contre la propagation du virus, certains se demandent déjà lequel ou lesquels des ajustements que nous vivons dureront au-delà de la fin de la pandémie et à quoi pourrait ressembler la vie d'après.
Les pandémies, c'est vrai qu'ils ont toujours façonné nos vies, et Covid-19 le fait déjà. Sans une série d'épidémies mondiales de choléra, par exemple, du 19e siècle, la nécessité d'un nouveau système d'assainissement n'aurait peut-être pas jamais été identifiée. Un grand nombre de processus de réformes sectorielles aussi ont fait suite à des méga-crises. Donc la crise Covid-19 peut être l'ultime poussée pour repenser une meilleure préparation pour le monde du futur. Par exemple, je vais citer 3 dimensions. Première, c'est notre rapport à l'information. La perception du risque et l'anxiété augmentent, et l'incertitude augmente lorsque l'information est inconnue et communiquée d'une manière efficace. Si la vérité ne répond pas à nos besoins, nos cerveaux ont cette incroyable capacité d'inventer des histoires, même si une partie de nous sait qu'elles sont fausses. Nous avons vu que la crise Covid-19 a donné lieu à un flot de théories de complot, ceux qui affirment que le virus est une arme biologique étrangère, des rumeurs de médicaments secrets. Donc la croyance que l'on a au courant des connaissances interdites offre ce sentiment de certitude et de contrôle. Et quand on partage cette connaissance, même si elle est fausse, ça peut nous donner quelque chose qui est difficile à trouver après des semaines de confinement, un sentiment d'agentivité. Donc cet écosystème croissant de désinformation et de méfiance du public a même conduit l'OMS à mettre en garde contre un nouveau terme qu'ils appellent infodémie. Le télétravail aussi a révélé les failles de notre utilisation des canaux de communication. Soit on est surchargé d'informations inutiles, soit on est exclu d'une compréhension des objectifs ou de prise de décision collective. Donc on se rend compte qu'il y a un besoin de réforme de notre rapport aux médias, à la communication et à comment nous partageons les informations entre nous. Une deuxième dimension, c'est la dimension de contrôle. Un impact potentiel du Covid-19 pourrait être notre rapport au droit du privé et à la cloison entre la sphère privée, la sphère professionnelle et puis la sphère publique. Tout à l'heure, Thierry il a parlé de la Corée du Sud. La Corée du Sud, donc, ils ont intensifié l'infrastructure numérique et qui a créé d'ailleurs une controverse sur comment nous pouvons imaginer des villes intelligentes mais qui ne capturent pas nos comportements privés. Les télétravail aussi révèlent cette même nécessité de réfléchir, d'établir des limites claires entre notre espace et notre temps privé, et puis les exigences du travail à distance. Également, une réflexion et des normes à ce niveau seraient nécessaires pendant et puis après le confinement. Et dans tous ces changements imprévisibles qui se forgent rapidement dans nos villes à la suite de la pandémie, il y a peut-être une raison de rester optimiste. Donc là, c'est la dernière diapo où je vous montre une petite vidéo où on voit un neurone se modifier physiquement suite à l'exploration d'un nouveau lieu. C'est un neurone d'un rongeur. Cette capacité de notre cerveau de se remodeler en fonction des expériences que nous vivons, on appelle la plasticité cérébrale. Nous formons, quand nous vivons de nouvelles façons, de nouvelles habitudes, nous formons de nouvelles habitudes et nous prenons conscience de l'importance de ces menaces. Donc, nous assistons potentiellement à un changement fondamental dans les relations sociales et au travail. Nous prenons conscience des besoins qui se réalisaient pas auparavant. Nous réalisons que nous avons besoin de contacts plus humains, que nous avons besoin d'une communication qui soit plus juste, plus transparente, plus efficace. Nous réalisons que nous avons besoin d'un droit à préserver notre vie privée et un sens plus fort qui se développe de la société dans son ensemble plutôt qu'une agglomération d'individus fragmentés. Toutes ces réalisations provoquent un changement dans notre cerveau. Notre plasticité cérébrale, si cette crise va durer, on ne peut pas désapprendre ce que nous avons appris. Nos cerveaux ont enregistré ces besoins et la douleur qu'ils ne soient pas assouvis. Donc cette conscience est déjà faite et pourrait prédire des réformes profondes dans la manière avec laquelle notre société, notre travail sont organisés. Donc que ce changement se révélera durable et que nous revenions à nos habitudes, reste pour l'instant inconnu et dépendra bien sûr de la durée. Et Thierry vient de nous dire que cela peut être plus long que ce que nous avons prévu. Écoute, c'est très très intéressant cette idée de la plasticité finalement qui rend presque irrévocable les changements. En tout cas, on va l'espérer.
Mais si on s'arrête un tout petit peu sur l'idée du traumatisme collectif, parce que là, tu étais dans un mouvement extrêmement positif de la manière dont le cerveau et l'homme s'adaptent. Mais est-ce que le traumatisme, alors est-ce que d'abord il y a une réalité à ce traumatisme collectif ou est-ce qu'on en parle beaucoup et il n'est pas aussi marqué que ça? Parce qu'effectivement, c'est par rapport à des grands événements qui ont balayé des millions de gens en Europe sur les grandes guerres mondiales, etc. On peut estimer que c'est peut-être un impact qui est bien plus modéré. Donc, est-ce qu'il y a un traumatisme collectif et comment effectivement on peut mieux sortir de ce traumatisme-là ou est-ce qu'il est réel dans le travail aussi? Est-ce que on peut mettre ce mot traumatisme dans l'expérience que l'on vit aujourd'hui, des mesures de confinement, de ces transformations, de ces peurs liées au futur, quoi? Est-ce qu'il y a réellement un traumatisme et comment on peut le prendre en compte? Alors, il est probable que ce terme soit utilisé à tort, que ce soit une exagération de ce que nous vivons, en tout cas, pas tous. Le traumatisme, il est vrai pour les personnes qui sont touchées, qui soient dans les personnes qui sont dans le milieu médical, qui soient ces personnes dont les métiers aujourd'hui sont considérés essentiels, comme les caissiers et les caissières qui se mettent en danger tous les jours, les personnes qui perdent leurs emplois, les entrepreneurs qui perdent des années de travail, des personnes qui perdent des êtres chers, des États et des nations entières qui ne sont pas aussi préparées que nos nations. Oui, là, on peut parler de traumatisme. Après, est-ce que leur traumatisme ne peut pas nous toucher? Si, on peut le considérer collectif, parce que même si on est en distanciation sociale, on est bizarrement beaucoup plus en empathie de ce qui arrive aux autres. Donc, il est possible que ce terme soit utilisé à tort quand nous n'avons pas fait vraiment un travail de réflexion, de gratitude sur ce que nous avons comme privilège par rapport à ce que d'autres peuvent vivre. Donc, la solution ne peut être que collective, sur une réflexion profonde sur comment fonctionnent nos sociétés, comment nous sommes dépendants des uns des autres, quels sont les métiers que nous avons considérés peu utiles et qui s'avèrent aujourd'hui les métiers et les secteurs qui sont les plus utiles, comme le secteur de la recherche fondamentale, le secteur médical ou le secteur éducatif. Donc c'est une réflexion qui peut mener à des réformes prochaines. Après, est-ce que nous pouvons parler de traumatisme au niveau de notre travail? On fait des expériences. On utilise des outils, on se rend compte que ces outils ne fonctionnent pas, on change, on varie, on fait des erreurs, on fait un peu ce que Laurence fait quand elle tombe la nuit dans un gouffre. Donc voilà, dans l'urgence, dans la surprise, qu'est-ce qu'on fait? On compte sur les autres, on compte sur notre capacité déjà construite avant, et puis on accepte l'erreur. Et donc peut-être que c'est une possibilité pour nous d'apprendre à créer ensemble, à résoudre des problèmes ensemble, à être plus empathique et plus juste dans la manière avec laquelle nous travaillons. Mmh. C'est encourageant tout ce que tu nous dis, Sama. Donc c'est chouette parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui vont nous permettre de recentrer, de recomprendre les choses. Donc, alors moi, quand on a préparé ce webinaire, j'avais souhaité quand même qu'on se dise que la sortie du confinement, l'expérience de Laurence et puis tes clés de lecture, Sama, ne devait pas non plus nous faire oublier qu'on était encore dans le temps de la crise. Et c'est pourquoi je trouvais que c'était intéressant qu'Emmanuel puisse nous dire aussi, au-delà du confinement, certains pourraient faire un raccourci en pensant que sortie du confinement égale sortie de la crise. Alors, on a eu Thierry tout à l'heure qui nous a bien fait comprendre qu'on était loin du compte. Moi, ce que j'avais envie de te demander, Emmanuel, de ton expérience d'experte en gestion de crise, qu'est-ce que la crise transforme dans les pratiques managériales et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de bénéfique finalement dans notre façon de travailler? Parce que ça impose des raccourcis, ça impose de repenser les modèles de communication, de partage de l'information, les modèles de contrôle aussi. Ça met en place de la plasticité des organisations. Mais qu'est-ce que toi, tu as de ton expérience d'accompagnement des entreprises sur les changements managériaux, d'organisation dont la crise peut nous faire bénéficier?
Écoute, merci beaucoup Blaise de m'avoir invité. Alors effectivement, moi je me situe pas du tout dans le même type de métier, hein, puisqu'on accompagne les entreprises en gestion de crise, donc c'est beaucoup de méthodologie de crise. Alors, ce que j'ai peut-être envie de dire déjà pour commencer, c'est qu'effectivement il est extrêmement tôt. Et ce serait peut-être même dommageable, là, je fais référence à ce que disait Laurence tout à l'heure, c'était très intéressant. Euh, Si on commence à rentrer dans l'hiver et à ne penser qu'à la fin de l'hiver, je pense que ça va être long, hein. Donc en fait, ça va rendre les choses encore plus compliquées. Et là, j'ai l'impression que les gens sont mis dans une idée que la fin du confinement était proche. Ce qui n'est pas du tout vrai, et que la fin du confinement signifiera la fin de la crise, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc, je pense que ce qui est important de considérer aujourd'hui, c'est, comme dit tous les matins mon ami Pierre Papron, que je vous engage à suivre, hein, sur LinkedIn. Tous les matins, il fait un bilan mondial en fait de la situation. Il appelle ça guerre mondiale, il dit une phrase en latin qui me paraît très juste, hein, qui est gradatim ferociter, qui veut dire, c'est pas pour être pédant, hein, mais qui veut dire petit pas par petit pas, mais férocement. Et c'est vraiment aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut prendre ce marathon. Donc ça, c'était mon petit point. Après, qu'est-ce qui va changer? Alors, il y a des choses que je peux vous raconter qui sont des choses d'ordre général qu'on voit souvent. Après chaque crise, il y a des changements. On revient pas, on passe pas d'un état A à B puis de B à A. Donc de toute façon, il n'y aura pas de retour à l'état initial. Il y a toujours des changements. Après AZF, on a changé les lois. Après les attentats terroristes des Twins, on a changé la façon de faire le transport aérien. Après la peste, on a été obligé de considérer qu'il fallait payer les paysans. Mon Dieu, quelle horreur, parce qu'il n'y en avait plus. Donc, du coup, on ne pouvait plus mettre en place le servage. Donc, il y a toujours énormément de changements. Ce qu'il faut donc se dire, et Hariri, vous savez, le type qui a écrit Sapiens, le disait très, très, très bien il n'y a pas longtemps là, dans le New York Times, ou dans le New York Journal, enfin bon, que les habitudes et les choses qu'on invente en ce moment, on les invente un peu overnight, mais bon, on les invente, ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme de demain. Et donc c'est bien. On a fait cette espèce de phénomène là qu'on appelle le frog leap là en management. On l'a fait en management. Toutes les réticences sur le télétravail, sur toutes ces choses-là. Bon bah voilà, ça a été installé un petit peu, enfin complètement à l'arrache, mais ça a été installé et c'est probablement là pour durer, ça c'est certain. Mais ce que je veux dire par rapport à la gestion de la crise, et là je vais plus m'adresser bien entendu aux patrons d'entreprise, il y aura un jugement. Il y aura un jugement des leaders, enfin sur les leaders, et un jugement sur les marques et sur les entreprises. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc ceux qui ont pris des options assez dramatiques, voire assez violentes, parce qu'ils pensaient que la fin justifie les moyens et qu'il faut préserver le cash flow, et qui ont, autant que c'était pas encore obligé, enfin autant que c'était pas encore possible, obligé les gens à prendre des vacances, qui ont obligé les gens à baisser leur salaire, qui ont mis tout le monde en chômage partiel, mais qui les ont obligés à travailler quand même, qui ont eu des comportements divers et variés, pas forcément louables, ou au contraire, qu'ils ont tout de suite eu une attitude d'empathie, une attitude qui a été remarquée. Hein, tout le monde se souviendra de Decathlon, on se souviendra de Chanel, on se souviendra de Michelin, mais on se souviendra aussi de Disney qui a mis tout le monde dehors immédiatement, de SFR avec la polémique en ce moment, de Uber et d'Amazon. On se souviendra des pétroliers qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient de prêt parce que justement ils étaient à taux zéro pour pouvoir derrière et pour financer les dividendes. Des gens qui ont demandé, voilà, de tous ces comportements, il y aura un jugement, d'autant plus qu'aujourd'hui, et là je vais parler de réputation des entreprises, la confiance que le grand public a dans les entreprises, elle est liée non plus à des critères de compétences ou des choses financières, elle est le levier principal, mais on est à pratiquement 75%, et on fait référence à ça, au fameux Trust Barometer d'Edelman, hein, qui est publié tous les ans, c'est l'éthique. Et donc, le jugement qu'il y aura en sortie de crise, ça sera là-dessus. Hein. Voilà. Et il y aura quelque chose d'autre aussi, je pense, je ne sais plus qui en a parlé, mais qui est super important,
c'est que en France et dans tous les pays, mais il y a eu une réflexion, il y a eu un choix gouvernemental sur quels sont les secteurs et quelles sont les entreprises utiles à la nation et quels sont les secteurs qui ne sont pas utiles à la nation, d'une certaine manière. Ça veut dire ça aussi. Et ça, je pense qu'il y aura des conséquences majeures. Alors, je ne veux vraiment pas faire de prospective, mais de ce classement sur la motivation des employés qui bossent pour les secteurs qui ne sont pas utiles à la nation, d'une certaine manière, sur la rétention des talents, la facilité d'embauche, la marque employeur, etc. Et donc ça, c'est compliqué. Il y aura aussi, et ça ne va pas s'arranger, je pense, bon là, on a toujours un problème social et c'est assez complexe le dialogue syndical en France. Il est assez inexistant, chacun campant sur ses positions. Mais le fait qu'aujourd'hui le télétravail a été permis finalement au col blanc, a été permis à seulement 1 personne sur 5 en fait dans la population parce que c'est des cadres, parce qu'ils peuvent télétravailler et que les autres ils peuvent pas, et que quand l'industrie indispensable, donc l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de défense, qui a été aussi sommée de reprendre les programmes stratégiques, quand on a demandé à ces gens-là soit de continuer à être au boulot ou de s'y remettre, eh bien en fait on a envoyé les cols bleus, on n'a pas envoyé les cols blancs, qui eux sont restés dans leur campagne en Sologne, bien protégés. Et c'est eux qui sont mieux payés. Et inversement, on voit énormément de contamination et de malades chez les gens qui font de la grande distribution, qui sont dans l'agroalimentaire, enfin bref, qui servent le pays tous les jours. C'est eux qui sont en train de payer, alors que c'est les moins bien payés. Et donc ça, je pense que cette fracture sociale, ça va pas aller en s'arrangeant. Après, j'ai aucune idée de comment ça va. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une dernière chose, je ne sais pas si on est probablement pressé, qu'il va falloir faire très attention. Et là, vraiment, je m'en méfie parce que je le vois déjà, enfin, vous devez le voir tout le temps. Ça m'a parlé des biais, du biais d'optimisme qui vous fait raconter des histoires dans votre tête parce que l'histoire, la réalité, ça ne vous plaît pas. Et ce biais d'optimisme, on l'a vu en France, c'était hallucinant. En gestion de crise, on l'a tout le temps. C'est ce qu'on appelle le déni. C'est parce que les mecs, ils n'ouvrent pas leur cellule de crise parce qu'ils considèrent que c'est pas une crise. Parce qu'ils en veulent pas, en fait, du truc. Et donc, on perd un temps fou. Donc ça, c'est le biais d'optimisme. Mais là, ce qu'on va avoir, c'est le biais rétrospectif. C'est-à-dire cette chose qui est on va réinterpréter le passé à la lumière du présent et on va se dire, ah bah tiens, en fait, c'était prévisible, tout ça était inéluctable et donc, il y a qu'à Faucon, il fallait nanana, etc. Et ça, pour faire les retours d'expérience, il va falloir enlever ce biais-là. Alors peut-être Sama va nous dire comment on fait pour enlever, pour s'en méfier et se méfier également des biais de confirmation, parce que l'enjeu, quand on aura bon, déjà, on va sortir de confinement, on sera certainement pas sorti de crise, donc il faut absolument pas se détendre. Et ça, les gens, là, je les vois, ils ont du mal à tenir dans la durée. C'est des marathons. Tous mes gestionnaires de crise, ils n'en peuvent plus là. Ils essaient de se préserver, mais ça marche pas. Donc, je sais pas comment ils seront, dans quel état ils seront dans un mois, en sortie de déconfinement, parce qu'on va se prendre toutes les surcrises aussi. On va se prendre le cyber, c'est déjà en cours. Parce qu'avec le télétravail, il y a des failles de partout, il y a des attaques partout. Donc, on va avoir forcément des crises et des cyberattaques. On va avoir, bien entendu, une crise liée au business, à la finance, au cash flow. Il va y avoir à gérer les licenciements, etc. Donc, on va avoir toutes les crises habituelles, en fait, après, derrière. Mais avec une quantité et une force bien supérieure. Et je ne sais pas comment ils vont faire, les gestionnaires de crise, parce que et les patrons. Parce que si le patron a été, comme ils aiment bien être parfois, un espèce d'hyperactif, qui tout à coup, il a plus ses réunions, ses comex, ses trucs, alors il se mêle de tout, il est complètement dans le micro-pilotage, il a une idée par seconde, il appelle les gens, faites-moi ci, faites-moi ça, enfin bon, c'est épouvantable. Mais il va être dans quel état, en fait, dans un mois lui aussi. Et les gens qu'il aura essorés derrière, ils vont être dans quel état. Donc c'est ça un petit peu que je crains. Voilà. Et on n'a pas parlé de signe noir, mais c'était quand même un beau signe noir, celui-là. On n'avait pas vu venir. Ouais. Voilà. Bah, écoute Emmanuel, non, ça nous remet les pieds sur terre là en fait. Merci parce qu'effectivement tout ce que tu décris, ce sont des choses qui sont en train de se produire.
Ce que tu décris en particulier sur l'impact du télétravail, col bleu, col blanc, je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. C'est bien que tu aies replacé les chiffres et en replaçant l'idée de secteur d'activité vitale utile à la nation, et qui ont remis en première ligne les infirmières, les caissières, etc. et protégés par le télétravail. Donc comment sortir de ce temps où finalement on n'a fait qu'accroître des choses qui étaient insidieuses dans l'organisation de la société? Et moi, j'y Comment crois réconcilier pas des applaudissements à 20h, hein, je t'interromps, mais juste, il faut se souvenir qu'on a applaudi les CRS et les policiers après le Bataclan. Ça a duré 3 après, mois. c'était Hein. les gilets jaunes, et puis voilà, Les puis il y a jaunes, eu des confrontations, voilà. etc. Non, mais de toute façon, je pense que peut-être là, Sama pourra nous le redire, mais on a aussi une difficulté à se souvenir et à garder les dans l'univers de la haute montagne, le déni, quand il y a eu des avalanches, quand il y a eu, on a beaucoup de mal à s'inscrire dans la durée et à se souvenir 10 ans, 20 ans après, des leçons qu'on a pu apprendre du passé. Mais avant d'ouvrir ce sujet-là, moi, je voudrais qu'on laisse la parole à Tessa, et puis après, on prendra des questions. Il y a beaucoup de choses que tu as pu ouvrir, Emmanuel, sur la fracture sociale notamment, que tu as évoqué. Tessa, comment on va réconcilier tout ça? Comment on va pouvoir à la fois tirer les enseignements bénéfiques de ce que nous offre à la fois cette crise, ce confinement, qui sont deux expériences en fait qui se superposent, d'autres dimensions qui vont nous surprendre encore dans les mois à venir. Comment on revient au travail là, dans quelques semaines? Comment on réconcilie tout ce que vient de décrire Emmanuel, qui est quand même un tableau relativement complexe, voire alarmant, sans parler de reconstruire le monde plus vert, plus humaniste, etc. Je parle juste de reprendre le travail. Ben, merci déjà effectivement de m'avoir avec vous aujourd'hui. Moi, sur la question du travail, il faut voir une chose, hein, c'est que l'avant-crise, c'est-à-dire avant le Covid-19, on est déjà dans une crise profonde de l'engagement au travail. On se trouve déjà dans une situation très difficile. On a des taux de désengagement jamais atteints au niveau mondial et en particulier en France. Et on est aussi dans une situation de très grande fatigue des acteurs. Donc en fait, on est effectivement près d'un point de rupture, on va dire, de l'engagement au travail, et arrive cette crise-là qui met les individus face à la nécessité d'acquérir de nouvelles façons de fonctionner, avec des différences qu'a pointé Emmanuel, par exemple sur qui va au front et qui reste à la maison. Mais je dirais que pour moi, ça remet en avant les mêmes principes qui étaient pré-crise, si vous voulez, mais avec une importance tout à fait majeure. Et là, je reprendrai peut-être aussi des éléments dont a parlé Laurence. C'est-à-dire que le rôle du manager, le rôle du dirigeant, il va être majeur. Donc Emmanuel disait il va y avoir un jugement éthique quelque part. Moi je dis qu'il y a aussi un jugement du management qui se met en place aujourd'hui. Moi je vois autour de moi des entreprises, des dirigeants, des managers qui justement réfléchissent au fait d'envoyer certains de leurs collaborateurs au front alors qu'eux restent à la maison. Et aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui revoient les logiques de confinement pour leurs managers pour justement éviter cette fracture dont parlait Emmanuel. C'est-à-dire pour pas qu'il y ait une partie des individus qui aillent au front et une autre qui reste à la maison en disant aux gars, allez-y, et puis ne soyez pas en retard parce que la France a besoin de vous. Donc la logique d'être ensemble, en fait, pour moi, elle va prendre une mesure tout à fait importante. Alors c'est intéressant de parler du ensemble quand on est confiné dans une forme de solitude telle que Laurence l'a mentionné. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est parce que je peux vivre avec moi-même relativement tranquillement que peut-être que je peux faire vivre un collectif de qualité. Donc pour moi, la reprise du travail dans de bonnes conditions, elle va être autour de la capacité des managers et des entreprises à créer des collectifs, je vais dire, de suffisante qualité. Et qu'est-ce que c'est qu'un collectif de suffisante qualité? C'est parmi un certain nombre de choses, c'est ce que toutes les recherches mettent aujourd'hui en avant comme précurseur de la performance des équipes. C'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. C'est le fait que dans cette équipe, je sens que je peux prendre un certain nombre de risques, je peux faire des propositions. Si jamais je fais une erreur, je ne vais pas être sanctionnée de manière irrémédiable, etc. C'est ce confort-là que les individus vont chercher. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de sécurité psychologique, elle peut être mise en place à distance ou elle peut être mise en place
je vais dire en présentiel, mais de fait, elle va interroger le manager sur son rôle, sur sa capacité d'écoute, comme disait Laurent, sur sa capacité d'exemplarité. Emmanuel l'a pointé au niveau des organisations elles-mêmes, et moi, vous savez que c'est un sujet important pour moi, c'est-à-dire le comportement que les hommes vont adopter, les hommes avec un grand H, dans cette situation vont impacter de manière majeure l'interprétation que les individus vont avoir de la situation. Et moi, on voit déjà émerger des comportements nobles de certaines organisations, d'un certain nombre de patrons. On a vu aussi des comportements, je dirais, plus vils mis en évidence et mentionnés. Et donc, la notion d'exemplarité, la notion de collectif va être au cœur d'un bon fonctionnement. Et moi, j'ai un espoir personnel, c'est aussi que cette crise, puisqu'elle ramène un peu l'individu vers lui, d'une manière ou d'une autre, va nous amener à avoir une réflexion plus écologique vis-à-vis de nous-mêmes. On doit avoir une réflexion écologique au niveau de la planète, et ça, on en est tous bien conscients, mais on doit aussi en avoir une pour soi. C'est-à-dire le degré de fatigue, le degré d'épuisement qui est le mien dans la poursuite d'un certain nombre d'objectifs qui sont à la fois descendus par l'organisation, mais aussi que mon idéal du mois se met, ont amené beaucoup d'individus très proches de la rupture énergétique. Et moi, j'espère que cette situation que nous vivons va nous amener à repenser la question du curseur énergétique et de l'engagement que nous aurons vis-à-vis du travail. Attention, comprenez-moi bien, je prône pas un désengagement et une espèce de temps partiel au retour, au contraire. Je pense plutôt une meilleure prise en compte de nos ressources et un meilleur travail dans le collectif. C'est-à-dire que moi, je partage, comme beaucoup d'économistes ou de penseurs aujourd'hui, l'idée qu'on a poussé jusqu'au bout la fin d'un modèle ultra individualisé, en fait, du rapport aux choses, rapport au travail, la maximisation de ma rente personnelle dans toutes les dimensions de ma vie. J'espère que là, on est arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, donc moi, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pense qu'un des enjeux majeurs, et j'insiste pour tous les managers et les dirigeants qui nous écoutent, que leur rôle va être majeur pour ramener l'ensemble des individus vers le travail, sachant que le travail est un élément fondamental de la santé mentale, et de nous ramener tous dans un collectif qui va pouvoir fonctionner ensemble, aussi dans une logique de reconstruction d'entreprise, de pays, de solidarité. Voilà, c'est très rapide, mais pour moi, ce sont des mots très importants, et les comportements qu'il y a derrière et que moi, je vois émerger, me font me sentir fière de beaucoup de comportements de nos collègues managers et dirigeants aujourd'hui, malgré aussi les comportements moins beaux qu'on a pu voir à d'autres niveaux. Voilà. On a quand même le sentiment que émergent des belles figures aussi. Enfin, je veux dire, bien sûr que l'enjeu, le jugement, je pense qu'il y a plein de gens qui le perçoivent quand même, qui le mesurent, cette dimension de l'exemplarité. C'est pas facile, c'est une barre qui est placée relativement haut. Si on revient sur quelque chose d'assez pratique, si tu devais dire à un manager des choses extrêmement simples sur l'exemplarité, finalement, c'est un concept qui peut être vu pour des gens comme un truc qui est assez ésotérique, Ouais. un peu militaire, un peu service public, etc. Est-ce qu'il y a des choses concrètes, des petits trucs qui sont absolument essentiels pour que les gens le perçoivent parmi les équipes? Bon, j'imagine qu'il y a surtout la sincérité de la démarche, mais est-ce qu'on doit agir d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des petits actes au quotidien qui traduisent cette chose-là? Ouais, moi je pense que dans l'exemplarité, c'est tout simple, c'est le fait de demander aux autres que ce que je m'astreins à faire moi-même. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple des entreprises qui ont revu les politiques, qui ont confiné une partie des managers qui avaient des équipes qui étaient amenées à travailler sur le terrain pour que eux puissent, au moment où ils demandent à leurs équipes d'aller au-delà de leur peur du virus, de continuer à travailler, que eux puissent être sur le terrain avec eux. Parce que les managers, ils souffraient de cette situation, telle que moi, je travaille avec eux. C'est ce qu'ils échangeaient. Ils disaient, c'est difficile pour moi de demander à mes collaborateurs d'aller au front. Là, je reprends un tout petit peu la métaphore militaire, mais sans y aller eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est intéressant dans la notion d'exemplarité. Puis après, moi, je reviendrai sur un élément qu'a mentionné Laurence, qui est très important pour moi, et là où on peut travailler son exemplarité en situation de crise, c'est la question du droit à l'erreur. C'est-à-dire, on est dans une situation on parlait de faire place à l'imprévu, de bricoler, d'être dans une logique d'effectuation, comme diraient certains de mes collègues.
pour faire ça, il faut que je donne à mon équipe, à mes équipes, le droit à l'erreur. C'était la dimension de sécurité psychologique que j'évoquais tout à l'heure. Pour que je vous donne le droit à l'erreur, il faut que moi-même, je sois capable de reconnaître des choix que j'ai faits et qui pourraient avoir été pertinents à autant T, mais plus du tout à T plus 6 jours parce qu'on voit l'évolution de la situation. Et je serai capable de le reconnaître, ce qui serait déjà un élément fondamental de mon exemplarité. Et c'est ça qui va permettre aussi aux équipes plus de liberté de parole, plus de capacité d'improvisation, de réaction, etc. On sait qu'en France, c'est difficile le droit à l'erreur culturellement. C'est pas quelque chose avec lequel on est très à l'aise, on n'aime pas du tout l'incertitude et c'est là que l'exemplarité des managers et des leaders va être fondamentale. Si mon manager ne peut pas m'amener vers là, ça va être très difficile pour moi de faire cet effort-là tout seul ou toute seule. Et j'ajouterais aussi juste sur l'exemplarité la notion aussi d'être avec les autres. Parce que l'exemplarité, c'est tout sauf être au-dessus des autres. C'est justement faire avec. Et là, ça m'a parlé de la notion d'affiliation. Pour moi, c'est un élément majeur de l'engagement. C'est un précurseur très fort. Hein, les études le montrent. L'exemplarité perçue va favoriser l'engagement des collaborateurs et leur coopération parce qu'en fait, ça envoie le message que je ne suis pas au-dessus de vous. J'empose pas mes dividendes, mes jetons, etc. dans ma villa, je ne sais pas où, et vous, pendant ce temps, vous faites le dur du travail. Non, au contraire, je suis avec vous. Donc, pour moi, il y a une logique du faire ensemble qui est portée par ça, qui va être un élément majeur pour sortir ensemble au niveau, on va dire, du travail, de manière positive de cette situation. Alors, est-ce que là, on n'est pas en train d'écrire un nouveau modèle managérial qui est un peu loin de ce qui a été enseigné pendant des décennies en business school, où on était beaucoup sur la technique managériale, sur les indicateurs de performance, le contrôle, etc. Est-ce qu'il faut déconstruire notre culture managériale alors, je vais dire, je me mets un peu de côté les cultures managériales des armées, etc., qui n'avaient pas bougé depuis 2 siècles. Donc, j'allais dire, je les mets un peu de côté. Ça a été sur d'autres repères, d'autres valeurs. Mais je parle plutôt des business schools, des écoles, etc. Est-ce qu'il y a un travail de refondation et voilà, est-ce que les gens sont prêts à voir les choses différemment toi, du côté de l'EM Lyon, est-ce que tu sens ça? Parce que parfois, j'avais le sentiment qu'on échangeait que tu étais une petite voix dans un ensemble de profs de finance et de gens qui font du marketing, etc. Mais est-ce que tu sens que c'est le moment de pousser fortement ça? Parce que c'est assez essentiel. C'est parfaitement le moment et je le vois. Bon, moi, forcément, j'ai un énorme biais. Je ne peux pas me mettre au milieu, mais je le vois pour mes étudiants. C'est pour ça que je disais que pré-crise Covid, on est déjà dans une crise majeure de l'engagement et du management, en fait. Et moi, je voyais mes étudiants, ils avaient un désamour de l'entreprise, mais monstrueux. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une grande école de management. Et pourtant, leur rêve, c'était de travailler dans des structures alternatives à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils ne pourraient pas faire vivre un certain nombre de valeurs ou de comportements qui était important pour eux au sein d'une entreprise. Moi, je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui va amener en fait un besoin de gens qui sont porteurs de valeurs, d'engagement, qui sont drivés par des idées du collectif et du faire ensemble, à prendre des rôles majeurs dans l'entreprise aujourd'hui. Je te rejoins complètement, quelque part, le contexte 20e siècle, le contexte de croissance, de planification possible, d'organisation taylorienne du travail, pouvait limiter le rôle managérial quasiment à celui de command and control, comme diraient les Américains, mais effectivement de vérifier que le travail était bien fait, puis de rappeler les règles. Aujourd'hui, tout ce que j'ai évoqué très rapidement, ça montre bien que tout ça, c'est terminé. Déjà parce que la machine peut le faire pour toi. Hein. Elle peut te dire, Blaise, tu as 73% d'atteinte de tes objectifs au 15 septembre, je t'encourage à te dépêcher pour finir. Voilà, ça, une machine peut le faire. Par contre, qui c'est qui va t'amener à faire des propositions pour l'entreprise, à prendre des risques, à improviser, à pousser des solutions, à travailler nuit et jour pour offrir à tes clients une réponse dans une situation de crise? Ben ça, c'est parce que tu travailles dans un collectif qui a du sens, parce qu'il y a un minimum de sécurité psychologique dans tes équipes et parce que les gens que tu vois autour de toi, à défaut d'être extraordinaires, parce que jamais ça je pourrais le faire porter au manager ou au leader, au moins eux aussi sont avec toi, comme Laurence, elle est avec les 25 autres dans cette dans la base du Mont d'Urville et on est ensemble. Alors, moi j'avais envie de poser une dernière question à tout le monde pour quand même, il faut qu'on arrive à la conclusion, le temps passe.
là, on a parlé beaucoup finalement on a parlé beaucoup de sens, d'engagement, on a été bien centré sur l'humain. On a peu évoqué les discussions qu'on peut voir fleurir à droite à gauche sur le futur, des modèles de société, etc. Qui est à quoi ça sert tout ça et comment les hommes se projettent vers un nouveau modèle. Est-ce qu'on peut imaginer agir en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que salarié, sans que quelque part il y ait une finalité futur, un modèle de société qui soit. Et on voit bien qu'il y a une peur d'aborder cette question d'un nouveau modèle global. Je ne parle pas sur le plan managérial, le service, enfin, l'évolution managériale n'est qu'au service de quelque chose de plus grand, qui est la manière de travailler ensemble sur des objectifs et sur un. Est-ce que vous croyez aujourd'hui possible d'ouvrir ce sujet-là? Parce que moi, j'ai tendance à penser, mais je suis un peu pessimiste là-dessus, c'est qu'on va vite revenir dans des modèles antérieurs, qu'on aura quand même du mal à imaginer transformer ces modèles d'organisation, leur finalité. Est-ce que c'est suffisant, ce qu'on est en train de vivre, pour déclencher une transformation de la finalité, et non pas qu'une transformation technique de la manière dont le leader, le manager se positionne dans l'organisation? Est-ce que vous y croyez? Comment vous le voyez? Et est-ce que vous avez une idée à partager là-dessus? Et là, je vous la pose à toutes les quatre. Je pense que tout ce qui se passe dans notre monde, moi je ne vais pas parler dans le domaine de l'entreprise puisque ce n'est pas du tout le mien, mais on a tous une responsabilité individuelle. Donc en fonction de ce que l'on est, de qui l'on est, de ses compétences, il me semble qu'il y a moyen de participer, de poser une pierre à l'édifice dans le domaine peut-être de la confiance ou de l'authenticité ou de l'intégrité, qui que l'on soit. Et moi, il me semble que c'est cet ensemble qui fera partie d'une société qui a peut-être des chances d'évoluer. Oui, après, effectivement, moi je partage. Moi je crois à l'apprentissage qu'on appelle vicariance, en regardant les comportements des autres autour de soi. Le sens, enfin, pour moi, le changement ne pourra pas venir d'un discours, d'un point tu vois, une direction que quelqu'un nous donnerait. Pour moi, le changement sera dans l'ici et maintenant, et il se diffusera à partir de là. Parce que pour moi, c'est la limite des discours et des projections. Même si elles peuvent nous rassurer à un certain moment, le changement réel de comportement, lui, il est de proximité, je dirais. Il est dans le autour de soi. Et on n'a pas abordé cette question parce que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais les gens sont aussi interrogés dans leur fonctionnement familial, dans l'image aussi qu'ils donnent à leurs enfants, donc comment ils amènent les autres à faire face. Et ça, pour moi, c'est très important. Dans les points que ça m'a évoqués, j'imagine que le rôle des modèles parentaux pour nous aider à traverser les choses est aussi fondamental. Alors Emmanuel a parlé de biais rétrospectifs, donc ça c'est un peu un point pessimiste que je partage, c'est que nous avons tous le risque que nous tombons dans un mode de raisonnement qui se base uniquement sur les informations immédiates disponibles en mémoire. Ça veut dire qu'avec le temps, on oublie les crises et on oublie les apprentissages qu'ils nous donnent et on tombe dans ces biais, ces heuristiques-là. Mais c'est juste avant même que la crise a commencé, comme tu viens de le dire, l'intérêt du bien-être en entreprise, même s'il était des fois faussement fait, parce que le bien-être ou la qualité de vie au travail, comment on le comprenait, c'était de ne pas en fait agir sur les stresseurs, mais de réduire la réponse au stress et d'individualiser, de sorte de responsabiliser l'individu sur sa manière de gérer le stress. Ça veut dire si je continue à te taper tous les jours, mais c'est à toi de trouver des manières de mieux respirer et de mieux faire des positions de yoga pour que tu vives mieux cette violence. Alors qu'en fait, quels sont ces coûts que nous recevons dans l'entreprise? C'est le fait que nous n'avons pas la liberté d'expérimenter, de faire des erreurs, c'est que nous ne sommes pas assez reconnus, c'est que nous n'avons pas assez de marge d'autonomie pour décider comment on organise nos ressources mentales, c'est qu'il n'y a pas assez de justice procédurale et qu'en fait, c'est ces points-là que les entreprises ne voulaient pas regarder, ces points structurels, ils voulaient juste agir sur le bien-être. Donc tout comme ça faisait longtemps qu'on entendait que la performance, elle ne peut pas aller sans le bien-être, peut-être que, comme l'a dit
Emmanuel, qu'après cette crise, on pourra dire que la performance ne pourra pas aller sans l'éthique et sans la justice sociale au sein de l'entreprise, qu'on n'ait plus peur de ces termes, qu'on les assume, et puis d'ailleurs, je pense que les jeunes ont beaucoup plus de facilité que nous, comme tu l'as dit, tes étudiants, ils sont beaucoup plus exigeants sur les critères éthiques de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Peut-être que ce sera une nécessité et pas juste un choix. On serait obligé de réformer la manière avec laquelle nous abordons le travail et la société. Merci, Sama. Emmanuel. Ah, on t'entend pas, juste le voilà. Oh, pardon, je disais, je vais aller très vite parce que j'ai un autre call qui a démarré en fait. Oui, je pense qu'il y aura une obligation de sincérité et que tout ce qui était RSE, greenwashing, etc. et tous les espèces de gourous qui traînaient là, il y a déjà eu un début de mouvement pour dire que non, on va juste revenir aux fondamentaux. Là où je suis pas très très optimiste sur le bien-être, etc., c'est que la claque économique va être telle que je pense que la pression financière va peut-être probablement malheureusement ne pas permettre cette réflexion, même si d'une certaine manière je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils n'ont pas le choix. Cependant, ça risque quand même d'être une claque assez épouvantable à tous les niveaux et que ça va surtout se solder par des licenciements en fait. Et là, du coup, on parle plus de bien-être parce que les gens n'ont plus de boulot. Mais peut-être une autre conclusion, enfin un peu plus sympa celle-là, c'est que les gens auront découvert qu'en fait dans la vie il n'y a pas le boulot, les loisirs, ces deux trucs sont partis en fait. Ils sont partis pendant suffisamment longtemps pour que peut-être on s'aperçoive qu'il y a d'autres choses intéressantes en fait à l'intérieur de la maison. La famille, regarder les enfants d'une façon très différente, regarder le temps qui s'écoule de manière différente, etc. Et c'était une opportunité extraordinaire de s'en rendre compte, en fait. Sinon, il n'y avait aucune raison qu'on passait du travail au loisir, du loisir au travail, et on passait très rapidement par la case maison. Donc voilà. Avec toute la symbolique de la maison, depuis les dieux grecs, Hestia, etc. Effectivement, c'est un lieu qui avait perdu de sa symbolique et de sa puissance, hein, alors que dans la civilisation grecque en particulier, il avait une puissance extrêmement forte comme un lieu de ressourcement et de construction. Alors, on a largement dépassé le temps. Je vais vous libérer, mais en tout cas, je voulais vous remercier toutes les quatre, et puis évidemment Thierry. Remercier aussi Ariane qui a beaucoup préparé, et Jean-Pierre qui nous a aidé à réaliser et à monter le projet. Donc, merci beaucoup. On verra bien ce qu'il y a comme prochain webinaire. On ne cherche pas à caser des webinaires pour saturer. Celui-là, il me semblait intéressant. Merci. Et puis, au plaisir de se retrouver, j'espère en montagne, sur des projets concrets sur le terrain. Voilà. Bonne continuation à tous. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.